Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance holistique, créé par deux doulas franco-australiennes et moi-même, pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Aussi, c'est 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation IBCLC. Une vision holistique de la naissance afin que vous et votre partenaire, si vous en avez un, puissiez vous sentir informés, confiants et puissants le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Clémentine que j'accueille dans cet espace pour vous parler de sa maternité, parce que je vous assure que Clémentine en a une belle expérience puisqu'elle est maman de 5 enfants. À la suite de son premier accouchement avec péridurale, Clémentine a entamé un profond chemin de transformation et de reliance à sa puissance. Depuis lors, ses 4 autres enfants sont nés à domicile avec, puis sans la présence d'une sage-femme. Riche de ses expériences, elle s'est sentie naturellement destinée à prendre soin des autres femmes pour qu'elles puissent enfanter selon leurs propres désirs. Clémentine est aujourd'hui gardienne de naissance et doula. Je vous laisse tout de suite embarquer dans ce beau voyage avec Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour Marion. Je suis contente de te retrouver au micro de Mamelle. Aujourd'hui, on s'est rencontrés lors d'un cercle de femmes et on a échangé ensemble. Tu m'as dit un peu ce que tu faisais, le nombre d'enfants, ta petite tribu que tu avais, et puis aussi le compte Instagram que tu as et que tu nourris aussi très régulièrement. M'a tout de suite transcendée. Je me suis dit, il faut absolument qu'on enregistre, qu'on fasse un épisode ensemble pour que tu transmettes toi aussi ce qui fait sens et qui est en tout cas dans la même éthique que Mamelle. Donc on est réunis aujourd'hui pour que tu nous parles peut-être dans un premier temps en tout cas de ta maternité, et il y en a à dire, et aussi dans un second temps sur l'accompagnement que tu proposes et ce que tu mets en place pour accompagner en tout cas toutes ces mamans vers une maternité, une naissance libre aussi. Donc peut-être dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et puis présenter ta petite famille. Je pense que là, c'est intéressant aussi. Merci beaucoup. Je suis vraiment enchantée, honorée d'être aujourd'hui avec toi et d'enregistrer ce petit podcast. C'est vraiment une chouette proposition que tu m'as faite et c'est clair que le podcast que tu proposes, le thème correspond tellement à moi, à ma vision, à comment je souhaite accompagner les femmes. C'était une évidence. Alors, moi, je suis maman de 5 enfants, dont 4 sont nés à la maison et les 2 derniers sans la présence de sage-femme. Voilà pour la présentation rapide. Mais au moins, j'ai envie de dire, c'est une présentation rapide, mais au moins, ça en impose. On a le cadre, quoi. 5 enfants, 4 à domicile, c'est pas commun, malheureusement. Mais ça fait du bien entendre que c'est possible. Et tu vas justement nous développer, en tout cas, le cheminement aussi, parce que je trouve ça très intéressant.
peut-être d'emblée, en tout cas, tu as commencé avec un accouchement, tu vas nous le dire, à l'hôpital, et puis ensuite les 4 suivants, donc à domicile, et puis avec petit à petit cette liberté que tu as C'est ça. prise. Et ça, je trouve Petit à ça petit, ouais, magique. validation. Ouais, 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 c'est magique. Alors pour C'est le ça. coup, si on commence sur cette première partie sur ta maternité, est-ce que tu peux nous dire, alors c'est vrai que pour 5 enfants avec 5 naissances aussi chouettes, en tout cas à décrire, ça va être conséquent, mais est-ce que tu pourrais nous dire quel a été ton cheminement, comment s'est passé ton premier accouchement, ton projet de naissance, et qu'est-ce qui t'a mené petit à petit, en tout cas, à sortir du cadre hospitalier pour Mm. finalement donner naissance à domicile? Mm. Alors, ma grande, donc la première, il y avait déjà cet attrait pour la physiologie, en fait, sans avoir vraiment de connaissances mentales, mais c'était évident, quoi. Ce qu'on appelle l'accouchement naturel, c'était évident que c'était ça que je voulais. Mais c'était encore, vaut mieux quand même aller à l'hôpital parce que c'est quand même un endroit sécure par rapport à la maison. Donc, on va aller dans l'espace sécure. Et en plus, il n'y a pas besoin de trop devoir expliquer ou défendre quelque chose auprès de mes proches. Voilà, ça reste assez tranquille aussi pour moi dans mon positionnement. Donc, du coup, je suis allée à l'hôpital. Et il n'y avait pas particulièrement de projet écrit. Puis à l'époque, en fait, il y a 15 ans, bon, les projets de naissance, c'était pas vraiment encore ça. Puis s'il y en avait, si je disais quelque chose, c'était pas un oui, c'est ce qu'on fait, madame, ah bon, d'accord. Et puis, ben, au final, c'était un accouchement, ben, comme on le vit en structure, parce que ben, c'est une structure, et donc du coup, euh, péridurale, parce que j'ai eu un pré-travail très long plutôt, de plusieurs jours, et du coup la nuit je dormais pas, donc j'étais vraiment fatiguée, donc j'ai accepté la péridurale. Donc j'avais plus de sensations et je crois que j'en pouvais plus en fait d'avoir mal. Donc dès que la sensation de douleur revenait, j'ai demandé à ce qu'on me remette un coup parce qu'en fait, voilà, j'étais pas préparée vraiment à ça et je voulais plus quoi sentir. Mais donc au final, eh ben, bien sûr, accouchement sur le dos, je ne sens pas comment faut pousser. On me dit de pousser, visiblement, je pousse mal. Mais, et du coup, intervention du gynécologue qui a utilisé une cuillère pour aider la puce à sortir. Et donc sur le coup, c'était oh là là, heureusement que je suis là, heureusement qu'il y avait le gynécologue. Et puis assez rapidement quand même, donc en soi, c'était, enfin voilà, j'en ai quand même un bon souvenir. Mais quelques jours après, j'ai refait l'histoire quand même dans ma tête et je me suis dit, je pense quand même que si j'avais pas été sur le dos et si j'avais senti ce que je faisais, je pense que j'aurais pas eu besoin de l'intervention du gynécologue. Donc, et ça, c'était vraiment pareil. Je ne suis pas allée me renseigner en fait. C'est intuitivement, j'ai envie de dire, la logique. C'est vraiment quelque chose, enfin, me paraît-il très logique. Et donc, là, le chemin, il a commencé à se faire en me disant, la prochaine fois, ce sera à la maison. Ouais. Ah, déjà, c'était directement à la Ouais. maison. Il n'y avait pas le stade. Des fois, on a le stade sans péri. Ok. Je crois que j'étais prête, il me fallait juste une petite Oui, expérience pour c'est ça. valider. Clairement, clairement, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que à ce moment-là, tu commences à cheminer en parallèle avec le métier de doula ou pas? Oui, je sens déjà que je veux accompagner les femmes, mais je me sens pas légitime. Alors du coup, mon premier chemin, il a été de monter une asso avec une copine que j'avais rencontrée après la naissance de ma fille. On avait nos enfants à peu près d'âge. Et donc, on a monté une asso autour de l'éducation bienveillante, etc. Et du coup, on faisait des rencontres entre parents, on faisait intervenir des personnes extérieures pour faire des conférences, des ateliers, des choses comme ça. Donc ça a été ma première porte d'entrée, on va dire, dans l'accompagnement des familles. Mais il m'a fallu quelques années, euh, je sais pas, 5-6 ans pour me dire, là maintenant je suis prête en fait à me définir comme doula. Donc j'ai fait des formations pour quand même venir valider ce truc-là. Et, euh, et aujourd'hui, enfin, ça fait du coup depuis 2019 que je suis officiellement déclarée comme doula et je chemine vers. Ben, en fait, ce qui me parle plus, c'est gardienne des naissances. Gardienne.
bébé, gardienne de la femme, de l'utérus, de l'espace. J'y vois beaucoup plus de sens et ça me paraît cohérent avec le fait d'être dans cet esprit et dans cette volonté d'accompagner des femmes dans la physiologie. Et donc, si on est dans la physiologie, ben, c'est quand même beaucoup plus accessible quand on est à notre maison. Et encore plus quand on n'a pas de sage-femme, même si les sages-femmes à domicile essayent d'accompagner ça, ben, c'est quand même des sages-femmes. Dans l'ensemble, voilà, il y a toujours des exceptions. Et donc, du coup, voilà, le fait de. Ben, moi, je vais pas non plus intervenir, en fait, sinon, ben, moi aussi, je squeeze le processus naturel de l'enfantement, donc je garde l'espace, en fait. Voilà. Donc, gardienne des naissances aujourd'hui me parle vraiment très fort. Et donc, voilà. Donc, c'est tout un cheminement aussi dans ma Ouais, propre donc sur plusieurs pratique. années, ouais, bien sûr, c'est un apprentissage. Non, non, c'est. Et donc la deuxième grossesse, en tout cas ton deuxième projet de naissance. Avec sage-femme. En plus, moi, comme je suis en Corrèze, on a des sages-femmes en Dordogne, donc on est quand même bien lotis parce que c'est pas toujours le cas. Donc, les deux accouchements d'après ont été à la maison avec les sages-femmes. Deux accouchements différents, euh, où j'ai utilisé la piscine, mais à des moments différents. Du coup, ça a vraiment été Ouais, un vécu différent. Et d'accord. c'était très intéressant. Bah J'aime justement, beaucoup si analyser tu peux après. nous le dire, ouais, justement, c'était quoi la différence? C'était le travail ou La sensation, parce que du coup, pour le deuxième, pour mon fils, je suis rentrée dans l'eau à la fin. Et du coup, ça m'a vraiment apaisé ma sensation au niveau des contractions. Donc, c'était très agréable. Et ensuite, pour la troisième, donc j'ai pas accouché dans l'eau, j'ai accouché en dehors de l'eau. Et pour la troisième, je suis rentrée dans l'eau plutôt en début de travail. Et j'ai fait la fin de travail hors de l'eau. Donc, vraiment, les sensations des contractions étaient vraiment tout autres. Et, enfin, c'est des expériences tellement fabuleuses parce qu'il y a une puissance, en fait, on se fait traverser par la vie elle-même, quelque chose qui pousse. et alors justement sur ces traversées différentes aussi, tu l'as dit, de ces accouchements dans l'eau en tout cas, est-ce qu'il y a eu un impact aussi, parce qu'on n'en a pas parlé pour le coup pour le premier, s'il y avait eu un impact sur ton postpartum, la façon dont tu as donné naissance? Ben, alors, pour moi, ce qui est très clair, c'est que le fait que ce soit à la maison, il n'y a aucune cassure avec mon quotidien. Euh, et du coup, il n'y a pas d'adaptation à faire, quoi. L'adaptation de quand bébé il arrive et je suis à l'hôpital, je m'adapte à l'hôpital, et puis après, hop, je m'arrête, il faut que je revienne chez moi, et du coup, il y a ce truc de ah, je me retrouve toute seule. Enfin. Alors que là, ben, je suis chez moi, et la vie, elle continue. En fait, c'est vraiment la vie qui continue, et même pour mes. Enfin, du coup, je sais pas ce que c'est que d'avoir un aîné, d'aller à l'hôpital et de rentrer avec un nouveau bébé. Mais par contre, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau bébé il est né, ben les grands, ça paraissait totalement évident et fluide pour eux aussi, parce que pour eux aussi, il n'y a pas eu de cassure finalement. Ils sont partis chez les grands-parents le temps que bébé naisse, mais comme ils partiraient d'autres moments pour dormir chez eux, quoi. Et du coup, ils reviennent, il y a bébé, voilà, c'est à la maison. Je pense qu'il y a aussi quand même un côté anxiogène de se dire maman, elle part à l'hôpital. Enfin, Ouais. Et alors, ton postpartum, enfin tes postpartum, est-ce que tu à ce moment-là, non, c'est après, je crois que tes deux derniers enfants sont rapprochés. Je ne sais pas si les trois premiers le sont. oui, les trois premiers aussi, ils ont Eux deux ans aussi, et demi de ouais. différence à chaque fois. Comment tu vis cette intensité, en tout cas, du fait de peut-être, alors je dis peut-être, hein, je ne suis pas dans ta situation, mais c'est vrai de ne pas te remettre totalement ou d'avoir le moment, en tout cas, entier pour toi, a posteriori d'avoir donné naissance, parce qu'il faut effectivement que tu continues d'avoir aussi cette casquette et d'assurer auprès des autres enfants. Ben, à chaque fois, je me sentais en grande forme, vraiment. Bon, alors, je m'amusais peut-être pas non plus à tout faire dans la maison, mais je me sentais vraiment bien. Et j'avais quand même du soutien, ma famille elle est à côté, donc bon, j'étais pas non plus à devoir reprendre tout de suite à faire à manger. Et puis j'avais anticipé pour qu'on ait à manger au congélateur, enfin voilà, ce genre de choses. Mais pour moi, c'était, enfin genre, moi ce temps-là toute seule, en fait, je le veux pas. Moi, je veux mes grands avec moi, je veux mes enfants, quoi. Je veux pas être toute seule, couper les deux. Non, pour moi, c'est vraiment tout confort d'être chez moi avec les miens. Et Oui, c'est ça. ouais. Hmm.
cette vision qu'on a de la tanière, en tout cas, et ben là, elle est vraiment bien présente et bien ancrée. Je sais pas si c'est quelque chose que tu ressens aussi et qui t'a donné cette idée-là aussi de commencer cette aventure sous ce nom. Ouais, clairement, j'ai besoin de ça, ouais, j'ai besoin de mon cocon, des miens autour de moi. Et Mm. qu'est-ce qui t'a fait cheminer alors jusqu'à l'accouchement sans présence de sage-femme? Bah, À c'est pouvoir un le faire. cheminement assez, Ouais. assez fluide de la vie. En fait, de me dire, de ressentir que ben, faire des prises de sang tous les mois, des rendez-vous sage-femme tous les mois, en fait, c'est contraignant, c'est pas du tout quelque chose. Ah oui, c'est chouette parce que je vois quelqu'un, en fait. Je vois une sage-femme tous les mois, on a un petit peu de temps pour parler, et globalement, sinon, ben, je suis plutôt isolée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus. Voilà. Mais sinon, c'est contraignant. Puis elles sont loin, elles sont à 1 heure de la maison, 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc, faut faire de la voiture, faut faire garder les grands, et puis faut faire les prises de sang. Bon, c'est pas non plus le truc le plus, Mmh. Oui, oui. plus drôle du monde. Et puis en plus, quand on se renseigne un peu sur qu'est-ce qu'on va analyser, est-ce que vraiment j'ai besoin de savoir ça, est-ce que je suis inquiète, est-ce que je vais bien, pas bien, enfin, est-ce que j'ai besoin qu'on me surveille, ou comment je me sens moi, enfin. Et du coup, j'ai cheminé déjà personnellement vers, ben, je me fais confiance, je suis à l'écoute de moi, je me connais. Et puis s'il y a quelque chose, je suis capable d'avoir déjà les ressources nécessaires, les personnes ressources, parce que j'ai aussi quand même pas mal de copines doulas, sages-femmes. Je sais en fait à qui demander s'il y a quelque chose qui m'interroge. Voilà, et me dire, mais j'ai pas besoin, en fait, je suis pas malade, j'ai pas besoin qu'on me surveille et j'ai pas besoin de m'en remettre entre les mains de quelqu'un d'autre si je vais bien et que je n'en sens pas le besoin. Du coup, pour la 4e, j'avais envie de ça, j'étais pas encore totalement prête, alors j'ai quand même fait une partie de l'accompagnement. Puis je suis allée voir encore la sage-femme à domicile, mais j'avais commencé à poser que bah, j'aimerais bien qu'elle soit là mais qu'elle fasse rien. Bon, elle était d'accord, mais sans être trop d'accord, parce que quand même, elle, dans son rôle de sage-femme, c'était Et pas super oui. confortable. Ouais. Et puis au final, ben, la petite, elle est née avant que, avant que la sage-femme arrive. C'était pas vraiment volontaire de ma part, pour le coup, c'est vraiment que le travail, j'attendais des signes extérieurs. C'était très intéressant pour moi comme expérience, parce que j'attendais des signes extérieurs, les contractions tous les temps, voilà, vraiment des validations extérieures qui ne venaient pas parce que j'ai eu des contractions très irrégulières tout le temps, dont je me disais c'est pas encore, et en même temps je me disais waouh, mais si c'est comme ça là pendant longtemps, je vais vraiment ça va être un moment sacrément long. Et non, j'étais vraiment au travail, et si je m'étais écoutée, et ben mon corps il savait, hein. Il savait, là, vu l'intensité, vu ce qui se passait en moi, vu le fait que voilà, j'arrive plus à me déplacer, que j'ai besoin de m'isoler, d'être dans le noir, de plus rien entendre, etc. En fait, j'avais tous les signes à l'intérieur de moi qui me disaient là, ton bébé il est en train de naître, quoi. Mais je n'avais pas encore totalement, voilà, la confiance en tout cas que c'était suffisant. Donc bébé est né avant la sage-femme, que la sage-femme arrive, et c'était voilà, du coup magnifique parce que c'était avec fluidité, facilité. Donc, Eh oui, mais toi aussi, on va parler de toi. Magique. Alors vraiment, ouais, pour le coup, par contre, tous tes accouchements pour l'instant sont vraiment, bah, de toute façon, tous sont différents, mais en tout cas, effectivement, comme tu dis, les accouchements dans l'eau, tu l'as utilisé d'une manière différente à chaque fois. Et donc, le dernier, donc le petit bout de chou qui est là avec nous d'ailleurs. Pour le coup, comment ça s'est passé? et donc le dernier, alors là j'avais encore cheminé intérieurement en me disant bon, en fait les prises de sang et les visites, finalement j'en ai pas besoin, ça je le savais, mais là je suis prête en fait. Je suis prête à les faire et à assumer le truc que bah non, je choisis une autre voie. Et du coup, je suis autonome et souveraine, et j'accepte d'être souveraine, enfin, d'être vraiment dans mon pouvoir, quoi, d'être une adulte qui s'assume. Voilà. Du coup, j'ai fait une prise de sang en tout début de grossesse, mais j'ai pas réussi à avoir les résultats, donc en fait, c'est comme si j'avais rien fait. Je m'étais dit, je voudrais savoir en début de grossesse comment je suis, et du coup en fin de grossesse aussi, comme ça, s'il y a besoin de rééquilibrer des trucs, je peux faire. Ma foi, visiblement, il fallait pas que je fasse celle du début C'est de grossesse. vrai? Ouais. Donc j'ai fait la dernière, enfin celle en fin de grossesse.
Donc qui est juste venu valider ce que je ressentais. Donc du coup, ça m'a permis de rééquilibrer un peu au niveau du fer. Mais C'est bon, ça, ça, c'est ça. je le sais déjà. J'ai fait les échos parce que ça restait encore quelque chose d'important pour nous, en tout cas pour se sentir sécure pour aller à la naissance. En sachant qu'à chaque fois que j'allais à l'écho, j'avais une boule de stress irraisonnée parce que je savais que tout allait bien, mais voilà, c'était quand même une situation qui me sortait de ma bulle de confiance, de douceur, et qui m'amenait sur un chemin potentiellement dangereux. Enfin, je veux dire, voilà, le médical potentiellement, il te fait voir des choses, en tout cas dans l'inconscient, dans ce que j'ai. Donc, bon voilà, c'est tout ce que j'ai fait, et c'était parfait. Et puis encore une fois, j'étais entourée d'une copine sage-femme à qui je pouvais demander voilà, si j'avais une question. Donc, ça, c'est ce que j'avais essayé de faire comprendre euh, aux sages-femmes qui me faisaient les échos, que justement, il me disait en gros que j'étais seule, quoi, parce que bon, sans vouloir trop dire mon projet, il a bien compris quand même l'idée. Et donc, j'avais essayé de lui faire comprendre que, bah, en fait, je suis très entourée, je ne suis pas du tout seule. Et c'est pour ça que quand on parle d'ANA, donc d'accouchement non assisté, ben moi, j'adhère pas trop à ce terme-là parce que, ok, il y a personne de médical avec nous, mais je suis totalement assistée en fait, enfin, parce que j'ai toute une communauté autour de moi qui m'a accompagnée, qui m'accompagne le jour J, qui m'accompagne après, enfin, voilà, C'est hyper important. ouais, je ressens l'image de dans l'ANA, elle est toute seule, Ouais. global. En tout cas, moi, dans mon vécu et dans ce que je peux entendre, c'est pas le cas. Et au contraire, la femme est tellement préparée Bien sûr. que voilà quoi. J'adhère beaucoup plus au terme de enfantement libre et autonome. Parce que, bah, du coup, on y est quoi. On est dans la Bien liberté de sûr. choisir et dans sa propre autonomie. Et alors, comment t'as mené à bien, justement, ce dernier accouchement? Et ben du coup, j'étais beaucoup à l'écoute de moi et de mon bébé. Et j'essayais de sentir de quoi il avait besoin, de quoi moi j'avais besoin. Et du coup, j'ai plutôt fait appel à une copine doula pour être présente le jour J. Mais je savais que je voulais qu'elle soit loin de moi. Je voulais pas du tout qu'elle soit avec moi. Moi, je voulais juste mon chéri et ma fille, la dernière, du coup, l'avant-dernière, qui avait 2 ans, même pas. Et donc ça, c'était mon projet, en me disant, bon, mes parents sont pas loin, si jamais il y a besoin qu'ils viennent la prendre pour la garder, voilà. En fait, je me laisse porter. De toute façon, pendant ma grossesse, c'était pareil, je veux pas non plus m'enfermer dans un schéma ou dans des attentes, je suis à l'écoute. Et si un jour j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, une sage-femme ou quoi, j'y vais. Si j'ai besoin d'un avis médical, j'y vais. Enfin, je me bloque pas non plus dans ma tête en me disant, je veux vraiment une grossesse autonome et un accouchement autonome. Je suis à l'écoute vraiment de ce qui est juste. Euh, Justement pour pas être dans le contrôle et pour être voilà, dans la justesse et que les choses se passent au mieux. Donc voilà, donc le projet c'était ma fille dans la maison et ma copine Doula en bas. Tout cela pour gérer après Ouais. quand il est là, voilà, Ouais. l'espace, Oui. nettoyer. Ouais. Ouais. Et puis bien sûr, tout s'est passé comme il fallait pour que ça arrive. Donc Ouais. il est né la nuit, donc sa sœur dormait, donc c'était parfait. Elle s'est réveillée juste quand il est né, donc voilà, pas de hasard non plus. Incroyable. Ouais. Et puis ma copine Doula a respecté mon souhait voilà, d'être là, mais de ne pas se montrer. Est-ce que ton conjoint était là en gardien de naissance, lui aussi? Est-ce qu'il Oui. a fait un travail? Ouais, d'accord. Moi, j'avais besoin de lui. Mm. J'avais besoin de sentir qu'il était là. J'avais pas envie qu'il ait un rôle particulier parce que pour moi, c'est pas sa place et c'était ok en fait, comme ça. Mais j'avais besoin qu'il soit à côté de moi, que quand je l'appelle, il vient, qu'il me donne sa main. Voilà, j'avais besoin Ouais, de lui. de le sentir, quoi. Ouais. Donc voilà.
Donc c'était un moment dans la pénombre, dans ma chambre. T'avais pas la douche, la douche, qu'est-ce que je dis, la piscine cette fois? Non, pas de piscine. Et puis D'accord. j'avais pas l'appel de l'eau non plus. Donc Mmh. Dans les positions d'accouchement dans lesquelles tu donnes naissance à chaque fois, donc étant donné on a parlé de la première où tu étais sur le dos, quelle a été ton évolution par rapport à ça aussi dans tes positions d'accouchement? alors les deux premiers à la maison, la sage-femme avait un tabouret d'accouchement, donc du coup, elle Ah, me demandait de m'asseoir dessus, donc je m'exécutais, je ok. m'asseyais dessus. Et ensuite, pour l'avant-dernière, j'ai pas senti qu'elle allait sortir. Je sentais que je voulais aller aux toilettes. Alors j'avais une toilette sèche dans ma chambre, donc je me suis assise dessus. Puis du coup, enfin j'étais debout quoi Ouais, quand elle venait. semi-accroupi presque, ouais, ouais, d'accord, ok. Et pour le dernier, c'est rigolo parce que quand le travail s'était bien mis en route et tout, je savais qu'il y avait une position que j'allais prendre. Du coup, pendant les contractions, enfin involontairement, mais j'avais quand même la conscience de ça, je prenais la position. Donc la position à cavalier où on a une jambe par terre et l'autre repliée. Mm. Et donc comme si je m'exerçais en fait à me dire ok, la position. Et en fait, c'est exactement la position que j'ai prise sans. Enfin, c'est encore une fois, c'est pas ma tête qui m'a dit prends cette position, quoi. C'est le corps qui. Juste avant, il y a eu, en fait, avant qu'ils naissent, j'ai eu ce qu'on appelle la quiétude, donc ce moment de calme où on sent qu'il n'y a plus de contraction, qu'il n'y a plus rien, comme si hop, tout s'apaise. J'étais fatiguée, donc je me suis allongée sur le lit, je me suis dit, là, je sais pas, ferme tes yeux. J'ai eu l'impression de dormir, je pense, juste quelques secondes, mais. Et là, ensuite, la contraction d'après a été forte. J'ai senti que là, il était en train de naître, en fait. Donc, hop, je me suis relevée, position du cavalier, puis il est sorti. Du coup, ce qui faisait que je pouvais l'attraper. Enfin, Ouais. Hmm. Est-ce que tu as ritualisé les naissances ou pas? Que ça soit le cordon, le placenta ou quelque autre rituel? alors, j'ai ritualisé avant beaucoup. Euh, ah, j'ai jamais trop réussi à faire ce qu'on appelle le blessing way, la cérémonie de la mère. À chaque fois, ça ne se mettait pas trop en place. Donc, bon, ma foi, il ne fallait pas que je le vise. Mais par contre, ritualiser en communication avec mon bébé, en, voilà, en faisant des hôtels, en me reliant à la nature, en faisant beaucoup de. Surtout pour enfin, l'avant-dernière, du coup, j'avais du temps, donc du coup, beaucoup de création, des choses comme ça. Bien sûr. Pour le dernier, c'était un peu différent parce que du coup, avec la petite, Bah oui, il je me doute. y Ouais, je me doute. et après, ben, alors le cordon, on l'a coupé le plus tard possible. Pour le dernier, on a utilisé le feu pour le couper. Et ensuite, le placenta, pour l'avant-dernière, j'en ai mangé en smoothie, j'en ai fait sécher, que j'ai mis dans une gélule. Et, euh, et pour le dernier, par contre, je sentais pas du tout l'appel de ça. Et du coup, on a fait un petit rituel où on a planté un tilleul dessus sur notre terrain. Et du coup, il est là. Mmh. Et alors justement, ton petit est en train de prendre le sein. L'allaitement, est-ce que c'est quelque chose donc, que tu as mis en place dès ta première petite ou pas? Oui. Et je m'étais renseignée beaucoup parce que du coup, c'était un sujet qui m'intéressait. Mais j'avais vraiment ce côté ben, confiance. Ça va, enfin voilà, c'est naturel, ça va se faire tout seul. Voilà, cette certitude intérieure que le corps il sait, que j'allais mettre ma fille au sein et que voilà, ça allait se faire. Et c'est ce qui s'est produit. Du coup, je savais, voilà, les crevasses, c'est dû à une mauvaise position, enfin voilà, des choses comme ça. Donc j'étais préparée à différentes éventualités, mais j'ai pas eu besoin de. Enfin, il y a eu aucun problème. Donc, du coup, et à chaque fois, c'était comme ça, ben, très Donc là, naturellement. ça fait 15 ans.
que tu allaites quasiment en continu, c'est ça? Non. Tout à fait, mais effectivement, ça fait. Et donc là, en ce moment, tu es en co-allaitement avec l'avant-dernière? Je l'allaite encore, oui, parce qu'elle n'a que Bah oui. 2 ans, 3 quarts, donc elle est encore Bah toute oui. petite. C'est uniquement avec les 2 derniers que tu as fait le co-allaitement ou avec les autres aussi? Oui, avec les 2 derniers, les autres, ben, j'avais mon retour de couche ne revenant pas, en fait, et voulant un autre enfant, ben voilà, je me suis dit, l'envie d'un autre enfant était plus forte que le fait d'allaiter. Du coup, j'ai arrêté pour avoir mon retour de couche. Mais la troisième, je l'ai allaitée 3 ans. Et, euh, et là, mon avant-dernière, du coup, bah voilà, elle n'a pas encore 3 ans, je l'allaite encore, ça a continué pendant la grossesse. Du coup, elle t'était moins, mais depuis que le lait est revenu, bon, bah, elle a repris. C'est vachement plus cool. Donc, elle a repris le lait. Mais comme une enfant de presque 3 ans, quoi. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est intéressant parce que les mamans peut-être se questionnent par rapport à ça. Est-ce que ça s'est fait très naturellement? Tu lui as expliqué aussi qu'elle allait avoir un autre, enfin en tout cas un autre bébé qui allait venir pour prendre le sein. Est-ce que tu as eu ce travail-là et est-ce que ça se régule de manière très autonome? En tout cas, sa venue au sein quand le petit tête, c'est ça que je veux dire en question d'organisation. Et ben, ça se fait tout seul. Moi, vraiment, enfin, encore une fois, c'est toujours très. Je me laisse porter quelque part. Enfin, les choses, elles se mettent en place. Alors, j'ai ma théorie, je la connais en fait. Mais dans la pratique, je me dis pas, ah là, il faut que ce soit comme ça, là il faut qu'il tète là, elle, il faut qu'elle tète à ce moment-là. Non, lui, il veut téter, il tète, elle veut téter, ben elle tète. Si c'est possible ensemble, parce que par moment, voilà, bon, ben vas-y. Puis si c'est pas possible, parce que ben c'est pas possible, ben j'explique. Attends, il finit, puis après tu peux téter. Et il y a eu, comme quand il est né, elle était là. Ça a été d'une telle, ça paraissait tellement évident pour elle que son frère il naisse, voilà, normal. Et du coup, enfin voilà, on n'a pas senti de difficulté pour elle d'avoir un petit frère, un bébé à la maison. Puis moi je suis là et je réponds bah, au mieux à ses besoins. Et pour les tétés c'est pareil. Globalement en fait ça change pas grand chose quoi. Quand elle veut téter, elle tète quoi. Oui. Sauf si c'est pas ok pour moi. Et là j'explique parce que. Mais Ouais. elle paraît pas, je sais pas, jalouse ou je ne sais quoi. J'ai pas, pour aucun de mes enfants, j'ai ressenti ça en fait, ce truc de ah il a du mal à accepter son petit frère ou sa petite sœur. Ben non. En fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas du tout vu ça quoi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est une question qu'on pose souvent, j'avoue que j'ai un peu de mal à la poser, mais en même temps, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce que là, je parle de toi à proprement parler, mais en même temps, au vu de ta vision et de ton discours, c'est vrai que c'est OK. Ce que je veux dire, c'est cette période de postpartum où on ressent effectivement une fatigue, j'ai envie de dire, de plus importante au vu aussi du reste de la tribu aussi à gérer. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est OK, quoi. Enfin, c'est la tanière qui fonctionne comme ça et tu te sens bien que dans ce contexte-là. Et ce qui est intéressant que tu as dit aussi, c'est que tu ne demandes pas forcément à avoir ce temps seul comme souvent comment dire, on l'impose, quoi, presque aux jeunes mamans. Est-ce que toutefois, malgré le fait que tu veux rester dans ta tanière avec toute ta petite famille autour, est-ce que toutefois, il y a des moments où tu ressens quand même un besoin d'avoir un espace sacré que pour toi et est-ce que tu réussis à te l'octroyer? Alors moi, je ressens pas le besoin d'être que avec moi-même. Mais par contre, pas pour le moment en tout cas, ils sont vraiment tout petits. Moi, j'aime quand il dort sur moi, j'aime voilà le sentir. Enfin voilà, là, je me sens complètement complète. Là, tout va bien. Quand il est pas là, et même la petite, l'autre fois, elle n'était pas avec moi. Je suis partie pas longtemps, mais elle me manquait quoi, parce qu'elle était avec moi et que c'est encore une part de moi. Oui, oui, C'est oui, normal. je comprends. Ouais. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce qu'on pousse aussi à ce que les femmes, en tout cas, ou les jeunes mères, prennent absolument du temps en fait solo, comme si c'était voilà quelque chose d'acté. Mais si ça vibre pas et que c'est pas ok, en tout cas pour le moment, comme tu l'as dit, en tout cas pour le moment là, parce qu'ils sont encore petits. Ah.
C'est ça, si on a besoin, oui, bien sûr, on s'écoute et on fait en sorte de pouvoir y arriver. Mais si on n'a pas besoin, on est normal, quoi. C'est normal qu'une jeune maman, elle ait besoin d'être avec son enfant et qu'elle soit pas bien quand elle n'est pas avec. Je veux dire, ben, bien sûr, c'est ça, en fait, la normalité, elle est là. Elle est, voilà, c'est pas enfin, on n'a pas à se remettre en question et en cause parce que on doit reprendre le travail. Si on a de la chance à 4-5 mois de vie de notre bébé, parce que c'est quand même plus tôt, et qu'on se sent bien et qu'on a envie de rentrer, qu'on est inquiète de le laisser à quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai pas besoin de temps pour moi, pas pour le moment. Par contre, j'ai besoin de savoir que les besoins de mes enfants sont répondus, qu'on répond aux besoins de mes enfants. Du coup, ce que je recherche, c'est ben, la communauté, quoi. C'est du soutien extérieur avec généralement des femmes qui peuvent être présentes ponctuellement pour répondre aux besoins de mes enfants. Ce qui était difficile pour moi à la naissance du dernier, c'était de savoir que ma fille qui avait 2 ans, ben, elle avait besoin de sortir, besoin de faire des trucs, Oui. quoi, de jouer, et que moi, en même temps, j'avais envie de rester allongée avec mon bébé, à le regarder. Et de devoir me scinder en deux, ça, c'était vraiment difficile. Du coup, j'ai essayé de faire appel ben, voilà, soit à des amis, soit à une doula pour ses services, pour qu'elle puisse, ben, pendant un temps, sortir avec, aller jouer. Et voilà, et savoir que ses besoins sont écoutés, ça, moi, c'est très réconfortant. Là, je sens la sécurité et je me dis, c'est Ouais, bon. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ça coule aussi dans tout ce que tu dis, ce nom de tanière sacrée que tu as utilisé, et on en vient justement. Et en même temps, tu incarnes tout ça, quoi, que ce soit la maternité sauvage. Mais quel a été pour toi l'élément déclencheur de dire, il faut absolument que je transmette ça, il faut vraiment que je crée quelque chose pour informer en tout cas les femmes. Qu'est-ce qui t'a lancé en tout cas à créer cette structure-là et tout ce que tu entreprends aussi autour pour accompagner les femmes? Déjà, je ne sais pas faire quelque chose qui n'est pas moi. Voilà. Donc forcément, ça suit Ah mon ouais. évolution et ça suit ma vision. Euh, et et il y a ce besoin enfin ce besoin, c'est pas un besoin, mais cette envie, cette joie à l'idée d'accompagner des femmes, à pouvoir être présente à des naissances, à accompagner des bébés, à transmettre. Enfin, c'est tellement une passion, quoi. C'est quelque chose à l'intérieur qui vibre tellement fort que de toute façon, il faut le Bien partager, quoi. sûr. Et puis, ben, cette tanière sacrée, elle répond aussi à la vision que j'appelle de la vie, de la société, où on se retrouve toutes dans un village, où on se soutient, on s'apporte mutuellement, et on sait qu'on n'est pas seul, et on sait que s'il y a besoin, ben, il y a une telle qui a une telle compétence, ou qui est disponible pour, voilà, pour nous soutenir dans tel espace et moment de notre vie. C'est en fait une vision globale, quoi, de la vie que moi j'ai envie pour moi Bien sûr. d'incarner, et du coup je fais rayonner spontanément autour de moi, quoi. C'est ce Voilà. village que tu as créé. Alors, je ne sais pas si tu l'as mis en place, mais le village mammifère. Est-ce que c'est ça aussi? Mais en fait, effectivement, tout coule de source, quoi, parce que tout ce que tu crées est une évidence. Et est-ce que ce village est quelque chose en tout... Et bah, déjà, en quoi il consiste-t-il? Et puis, est-ce qu'il est déjà mis en place ou pas encore? Alors c'est les prémices, euh, mais il débute, et du coup ça passe par des rencontres, en fait, ben voilà, ce qu'on appelle des cafés mamans, ou voilà, des rencontres très spontanées, libres et simples, pour sortir de l'isolement, rencontrer d'autres femmes, etc. Et puis ensuite, la vision à moyen terme, on va dire, c'est de pouvoir, on a un terrain en fait en pleine nature, et de pouvoir accueillir dans ce terrain en pleine nature les femmes, les familles, pour ben, justement qu'elles puissent se rassembler déjà, se déconnecter du quotidien pour être pleinement dans un espace ben, en pleine nature, donc où c'est calme, où on se connecte à la nature, à nous-mêmes, à l'essentiel en fait, et à ce dont on a besoin
intérieurement, plus basiquement, on a besoin de la nature. Quand on se déconnecte trop de ça, de toute façon, il y a quelque chose qui, qui se casse en dedans. Donc, ça, c'est la vision la plus fine. Il y a quelque chose de très important pour moi aussi, et c'est dans l'esprit du village, etc. C'est de décloisonner les espaces, quoi. Donc, comme je disais, moi j'ai besoin que mes bébés soient avec moi. Je ne peux pas les faire garder, sauf, je veux dire, si vraiment il y a besoin, parce que je fais un soin et qu'il y a quand même besoin de ma présence pleine pour la femme. Mais sinon, je n'ai pas envie de faire garder mon bébé pour voilà, accompagner des femmes ou transmettre ce que j'ai à transmettre. Donc, moi j'ai besoin qu'ils soient là. Donc, je mets en place des choses aussi qui sont adaptées pour leur présence, à leur présence. Mais c'est aussi cette vision de ben, les femmes, si elles veulent venir avec leur bébé, elles viennent avec leur bébé. Et même pour un massage, si elles veulent venir pour un massage et que leur bébé il est là, ben, leur bébé il est là parce que ben, elles ont besoin de ça en fait pour pouvoir lâcher. Et voilà, décloisonner quoi, que la vie elle se soit pas là je suis au boulot, je suis sans mes enfants, là j'ai un rendez-vous, je suis sans mes enfants, ah puis là je reviens à la maison, donc je change de casquette. Sinon, que tout soit en harmonie, avec des ponts partout pour tout le monde et que les espaces soient adaptés pour tout le monde et qu'il y ait aussi du coup du relais pour pouvoir le faire parce que voilà, qu'il y ait quelqu'un pour garder les enfants pendant que la femme elle a tel soin ou telle attention et voilà décloisonner que ça Ouais. respire entre Mais pour tout le ouais, mais monde avec tout le tellement. monde. Ouais, c'est ça, c'est une bouffée d'air. En tout cas, effectivement, ça fait du bien de l'entendre. Si tu peux nous parler aussi, on en avait déjà discuté en amont. Je t'ai vu aussi en train d'en faire un rituel avec le serrage de tête. Est-ce que tu as quelques rituels à nous faire passer, notamment en période de postpartum, qui peut être intéressant, que tu pratiques aussi? Voilà, si tu pourrais nous en donner quelques-uns. Mhm. Donc il y a effectivement le serrage de la tête que j'aime beaucoup. Donc en fait on prend une écharpe, ça peut être une écharpe rebozo si on a, mais ça peut être tout autre tissu qui permet juste d'enrouler la tête, donc le front, le crâne, et on enroule et on serre comme c'est confortable pour nous, et ça permet vraiment de venir contenir là dans notre tête, notre esprit. Des fois, on a l'impression que ça s'éparpille, qu'on se perd, que on n'est plus dans notre présence, on ne sait plus où donner de la tête. Et ben voilà, là on vient resserrer, ça contient, ça réchauffe, ça apaise, ça fait du bien. Et c'est tout Ah, mais simple oui, mais tellement. et on peut trouver des jolies Ouais, couleurs aussi qui en même temps ouais, 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 complètement. tout en beauté. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que le Pour tout le monde. serrage, on l'entend très souvent, comme tu l'as dit, avec le soin Rebozo, enfin le rituel Rebozo, je préfère, au niveau du bassin. Enfin, ça, c'est dans le plus commun, en tout cas. Et c'est vrai que quand je t'avais vu avec, avec cette écharpe autour de la tête, je me suis dit, mais oui, mais tellement. Et je pense qu'on connaît tous ces phases où, effectivement, on a besoin, en tout cas, de ce resserrage. Donc, ouais, hyper important. Et je crois que tu nous avais parlé, enfin, tu m'avais aussi parlé d'un massage des seins. Oui, massage des seins. Alors, il y a, il existe plein de Ouais, protocoles de massage qu'on peut trouver facilement bien sur sûr. YouTube, ou enfin, quand on se renseigne un petit peu, on peut trouver. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours l'idée de l'écoute de soi et d'aller masser ses seins comme on sent qu'on a besoin. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que, ben, après un accouchement, des fois, notre corps, bon, on n'est pas forcément en amour avec lui, il a changé, on peut avoir un peu des douleurs. Bon, des fois, oh, c'est pas forcément le moment où on se trouve la plus belle euh, et du coup de pouvoir masser notre poitrine. Souvent, s'il y a bien un espace qu'on masse pas, ben, c'est notre poitrine ou notre ventre. Et du coup de pouvoir la masser, ça permet déjà à nous de connecter avec elle, puis elle peut bouger beaucoup pendant notre grossesse, notre allaitement, après l'allaitement, enfin la poitrine n'a pas son temps, Clairement, clairement. les seins ils changent de forme, ils Ouais, changent de ouais. volume, donc ça permet de prendre contact avec lui, de continuer à avoir une relation avec lui et de l'aimer, parce que quand on masse, on arrive finalement petit à petit à libérer des émotions aussi pour apaiser quand notre sein ne ressemble plus quelques années après à ce qu'il était dans notre Mmh, prime jeunesse. mmh. Parfois, il y a un Ouais, petit c'est clair. deuil à faire, ou en tout cas une acceptation de ce que notre corps, ce qu'il est de comment il est aujourd'hui et pourquoi il est, voilà, lui rendre toute sa grâce. Et donc utiliser beaucoup d'huile parce que notre peau, elle a besoin aussi d'être nourrie euh, et pouvoir le masser tout autour avec
des cercles, des ronds, des va-et-vient. Voilà, et puis juste poser ses mains et dire ok, merci. Voilà, je respire et je suis là. Ah, c'est beau. Ouais, je trouve que c'est un moment Ouais. précieux. Extrêmement inspirant en tout cas. Et waouh. Peut-être, Clémentine, pour terminer cet épisode, je ne sais pas si déjà tu avais un sujet qu'on aurait peut-être oublié ou un point qu'on a un peu. On est passé à côté sur tes maternités où tu voudrais vraiment faire passer un message, en tout cas, qui est très important pour toi. Peut-être sur le regard que tu as aussi à travers ton vécu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu souhaitais dire. Moi, ce qui est important pour moi à transmettre, c'est ok. En fait, si vous avez envie de quelque chose, mais que vous n'êtes pas prête et que du coup vous faites des choix un peu différents, c'est ok si vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même, c'est ok. Enfin, voilà, tout est ok. Et c'est ok aussi si vous choisissez une grossesse totalement autonome et un accouchement autonome et un postpartum autonome. C'est ok aussi, même si autour de vous, c'est pas forcément ce qu'on vous renvoie. En tout cas, ce qui est pour moi essentiel, c'est de réussir à s'écouter, à savoir ce qui est vivant en nous, présent, important, de quoi on a besoin. Et ça, déjà, de l'écouter et de le voir. Et ensuite, une fois qu'on le voit, eh bien, on peut faire nos choix. Et tout est choix, et nos choix sont bons parce qu'ils sont en fonction de là où on en est, de ce qu'on est capable de faire, de ne pas faire, dans quelle situation on est. Mais déjà, de pouvoir s'écouter, se faire confiance, et ensuite, en fonction de ça, de poser des choix. Et pour moi, c'est déjà la première étape de l'autonomie, quoi. C'est de réussir à s'écouter. Parce que, voilà, on n'est pas forcément habitué à ça, ou en tout cas, on peut être facilement mis dans une place de un peu l'enfant, ou celui qui doit écouter l'autorité, qui a peur de l'autorité, et pouvoir sortir de ça, et ben, c'est quand même un chemin pour beaucoup. Et ça aussi, c'est ok que ce soit un chemin et qu'il faille des années d'y arriver, ou peut-être même jamais d'y arriver, mais voilà, s'écouter, se faire confiance et qu'on a tout en nous et que on sait à l'intérieur, on sait. Et retrouver ouais, ce chemin d'écoute et de confiance en notre puissance, en notre. Dans la même lignée, pour terminer cet épisode, Clémentine, peut-être comment toi tu te nourris des autres mammifères? Quelle est la place en fait et quelle est l'importance pour toi de se reconnecter aussi à cette nature-là que l'on a en tant que mammifère? Ben pour moi, c'est essentiel. C'est d'autant plus essentiel depuis que c'est conscient que la nature, on en a besoin, que de toute façon, quand on est loin de la nature, enfermé dans nos quatre murs, enfin, je veux dire, quand je suis loin de la nature, enfermé entre mes quatre murs, à un moment donné, j'étouffe et que j'ai besoin d'être dehors et que j'ai besoin d'être au contact de la nature. Et, et en fait, on est des animaux et on est des animaux sauvages aussi, comme les autres, qu'on a essayé de domestiquer. Mais au fond, on n'est pas heureux si on n'est que domestiqué. Et un animal sauvage, si on l'enferme dans un parc, eh bien, à un moment donné, il tourne en rond, quoi. Il a besoin d'espace, de pouvoir aller là où il sent qu'il doit aller. Et on ne se pose pas de questions, les animaux dans la nature, on ne se pose pas de questions par rapport à la naissance de leurs petits, à s'ils sont capables de se nourrir, s'ils savent qu'est-ce qu'il faut qu'ils mangent ou pas manger. Parce que c'est évident, bah c'est évident pour nous aussi, quoi. Juste, on a perdu cette confiance, cette croyance, cette vision de nous, parce qu'on a un gros cerveau et que du coup, on ne peut pas être assimilé à des animaux sauvages, c'est pas possible. Je ne peux que te suivre là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Clémentine, de m'avoir, moi, personnellement, déjà beaucoup nourri à travers tes témoignages et tes paroles qui résonnent très fort. Et j'en suis certaine aussi qui vont résonner dans les oreilles de nos auditrices. Donc vraiment, merci beaucoup, Clémentine, et je t'admire tellement. En tout cas, je ne sais pas si tu souhaites d'ailleurs, tu as encore des projets pour d'autres enfants ou pas?
Non, ça y est, Non. c'est C'est difficile de dire que c'est fini, oui. mais Là, on vous est êtes bien. OK. Mais en tout cas, merci beaucoup, Clémentine. Je relayerai aussi, ton compte au moment de la Merci. diffusion de cet épisode et puis, en tout cas, merci aussi pour les informations que tu nous transmets sur ton compte, une information encore, gratuite, accessible et pertinente. Donc merci beaucoup et puis au plaisir. À bientôt, Clémentine. Oui, à bientôt. Merci Marion. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.